On est live, bienvenue à tous et bienvenue à toutes, à tous les nouveaux arrivants ou ceux qui auraient l'habitude de nous retrouver sur le Twitch Game en live, bien évidemment. On attaque ces playoffs et ces previews des playoffs. Première série donc de playoffs, alors que Guillaume du Basket Lab nous rejoint. Salut le grand parti Jokic, merci beaucoup. Je suis très content qu'on ait eu ce pseudonyme là maintenant chez QI, même si on va nous traiter bien sûr d'infâme fan subjectif, mais c'est pas grave. Je te propose qu'on commence, Jérémy, si ça est bon pour toi. Ouais, bah écoute, c'est parti. On est parti donc sur cette première série Philly contre Toronto, les Philadelphia 76ers contre les Toronto Raptors. Petit point avant, à quel point t'attendais cette série? Moi je trouve que c'est peut-être la série où il y a, j'ai l'impression de ne pas me tromper puisque beaucoup de sondages, j'ai vu beaucoup de sondages récemment là, dans des fils Twitter qui confirmaient un peu ça, c'est la série où tout le monde attend un upset finalement. Alors du coup je sais plus trop si on peut qualifier ça d'upset, mais j'ai vraiment cette impression de ouais, tout le monde parie sur quelque chose, une série très disputée a priori, et à quel point tu vois ça de manière très générale avant de rentrer plus dans le sujet, dans le vif du sujet, pardon. Bah, effectivement, on peut dire que en soi, ce serait pas vraiment un upset dans la mesure où ce serait le quatrième contre le cinquième. Euh, Maintenant, je pense qu'il y a une équipe qui était très attendue, qui a une gueule de prétendant au titre d'un côté, et une autre que beaucoup voyaient lutter pour les playoffs et pas finalement éviter le play-in et finir à 2 victoires du quatrième et à 3-4 victoires finalement du top 2 de la conférence. Notamment parce que on les voyait plutôt dans une phase de reconstruction que dans une période où ils allaient être compétitifs à très court terme. Donc ouais, plutôt, je dirais pas que ce serait un upset, par contre, clairement qu'il y a une équipe qui avait une tête de favori, l'autre pas, et quand on regarde la série en détail, peut-être match. Pour entrer réellement dans le sujet, tu commences ta preview en parlant de ce qui va être certainement l'axe le plus regardé du côté de cette série, et notamment du côté de Philadelphie. Ça va être bien évidemment l'axe Harden-Embiid et le pick and roll entre les deux, ou en tout cas au moins ce duo et cette complémentarité. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, je trouve qu'il y avait deux phases globalement jusqu'à maintenant à cette alchimie, à ce duo-là, avec le tout début du trade, enfin l'après-trade et l'arrivée d'Harden, où il y avait vraiment une sorte de lune de miel et un début très prometteur, je trouvais, avec, alors que les analyses parlaient d'une complémentarité peut-être à retravailler, finalement il y avait une vraie belle synergie qui se mettait en place. Les deux jouaient beaucoup plus l'un avec l'autre que ce qu'on aurait pu présager, et ça laissait entrevoir quand même un potentiel offensif assez dingue. Et puis finalement il y a une deuxième phase là sur cette fin de saison où Harden notamment a un petit peu baissé en régime, notamment au niveau du scoring, et c'est vrai que ça posait un petit peu plus de questions. Est-ce que tu es d'accord déjà avec ce bilan, et on va peut-être après pouvoir rentrer dans le détail de comment, par rapport à ces Raptors, gérer ce duo-là et peut-être axer la défense sur l'un plus que sur l'autre? On va voir ça tout de suite. Déjà, est-ce que tu es d'abord sur ce constat et cette dynamique? Ouais, alors, effectivement, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase du début où on s'est dit ça va prendre du temps de mettre en place une alchimie entre les deux joueurs. Et donc, on risque de les voir jouer un petit peu chacun leur tour. Un James Harden qui fait ses isolations, un Joel Embiid qui va aller faire son post-up et qui, donc, chacun leur tour, finalement, vont porter l'attaque des Sixers. Et de fait, parce que leur style de jeu, comme on l'avait vu sur ces 5 dernières années chacun, laisser estimer que ce serait ce qui se passerait. Et en fait, dès le début, il y a eu une alchimie qui, je trouve, était vraiment impressionnante. Alors des fois, sur les passes, il y avait des petites hésitations, on se disait, bon, ben ça viendra avec le temps. Mais par contre, le duo était déjà extrêmement fort. Et en plus, derrière ce duo qui était extrêmement fort, ça déclenchait des choses, notamment le fait que Tyrese Maxey était assez impressionnant dès les 4-5 premiers matchs. euh, que Tobias Harris trouvait petit à petit sa place, donc on se disait ça va très bien fonctionner. Et puis un peu après, on s'est dit, ah mince, ça commence à coincer. Et comme tu l'as dit, et je pense que ça va être un des sujets de cette preview, ça commence aussi un peu à coincer au moment où James Harden recommence à être en difficulté avec ses accélérations, son shoot, chose qu'on avait plutôt vu cette année chez les Nets. Et donc, à partir du moment où il recommence à ressembler à ce James Harden des Nets, les Sixers font moins peur. Alors, est-ce que
Est-ce que du coup c'est un vrai problème pour cette série? Je pense qu'on va en discuter, mais effectivement, il y avait vraiment sur la fin de saison une petite inquiétude en se disant: «Ouh il apporte plus le scoring qu'il apportait, quoi». On va y revenir, ça va être certainement un axe de défense potentiel pour les Raptors. Du côté des Sixers, on peut de toute façon se baser, je pense, sur Joel Embiid, et tu passes assez rapidement dans la preview sur son rôle à lui, puisque on l'a vu, bien évidemment, il fait une saison au niveau MVP. Alors après, il a peut-être une concurrence peut-être un petit peu rude et historique et exceptionnelle, n'est-ce pas? Néanmoins, bien sûr, il roule sur la saison, il fait une saison exceptionnelle offensivement, il est inarrêtable, il a vraiment beaucoup trop de solutions offensives à sa disposition, et ça lui permet de gérer à peu près tous les match-ups et toutes les défenses qui peuvent lui être proposées. Est-ce que à Toronto, on va pouvoir réellement freiner Embiid, l'arrêter? Alors l'arrêter, donc j'imagine que je ne pense pas vraiment, je trouve ça assez... ce serait vraiment trop ambitieux, je pense, de pouvoir imaginer ça. Le freiner, est-ce que tu vois potentiellement des oppositions intéressantes à ce niveau-là, ou la clé semble peut-être ailleurs du côté défensif pour Toronto pour gérer ce match-up? Alors, je pense que la clé de la série, et c'est ce que je dis dans la preview, grosso modo, c'est que pour moi, elle est ailleurs. Elle n'est pas sur le fait de monter un plan défensif contre Joel Embiid pour essayer de hacker Joel Embiid. On sait que ça ne marchera pas et on sait que ça laisserait probablement trop d'espace à d'autres joueurs pour se régaler. Par contre, des choses qu'on a vues qui ont permis un petit peu de gêner un bid, c'est toutes ces aides un petit peu tardives qui gênent généralement Joel Embiid, parce qu'on sait que dans ces situations-là, c'est pas un joueur qui a une vision de jeu exceptionnelle. Et donc, on sait qu'il a tendance des fois à hésiter à ressortir la balle, à pas ressortir la balle très proprement. Et donc, quand on amène des aides au bon moment, ou quand on fait des prises à deux, notamment, qui viennent de ces angles morts, on sait qu'on peut générer des pertes de balles. Et les playoffs, autant au niveau du rebond que au niveau de la capacité à garder le ballon en main, ce sont deux éléments qui permettent de faire des fois basculer des séries. Donc, on sait que Toronto va sûrement envoyer des joueurs comme Precious Achiuwa, Siakam, Chris Boucher sont relayés sur Joel Embiid. Par contre, voilà, comme on le disait, il y a un joueur qui est un peu plus en difficulté et qui est la source principale de création pour autrui de cette équipe-là, qui est censé être le deuxième gros apporteur de scoring, et donc je pense que le focus va effectivement être mis sur James Harden et pas sur Joel Embiid, dans la mesure où on sait que en 1 contre 1 il va écraser, et que même si on met des aides et des prises à deux, s'il a décidé de scorer, euh, il est capable de scorer à 45-50% en ayant deux joueurs sur lui, quoi. Ouais, complètement. En fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que autant le scoring d'Embiid semble assez inarrêtable, autant et c'est vrai qu'il a des lacunes sur la création pour autrui. C'est-à-dire que pour lui, créer offensivement, bien sûr, il n'y aura aucun souci. Il va s'en sortir et haut la main. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à vraiment créer le jeu pour toute son équipe autour? C'est bien sûr pas son point fort. Donc en réalité, c'est Harden qui est censé apporter ça, en plus de la menace offensive qu'il représente lui. Et c'est vrai que pour entraver peut-être le jeu d'équipe et l'offense de manière collective, il y a un joueur qui est déjà plus à cibler, et qui est plus à cibler, James Harden, d'autant plus que, comme on le disait, on l'introduisait dans ce début de preview, James Harden qui est en peine notamment sur son scoring, parce que effectivement, comme tu le disais si bien, sur son premier pas il arrive moins à faire les décalages qu'il réussissait à faire précédemment les années précédentes, parce qu'on avait vu ces semblants de limites déjà quand il était au Nets. Il y a d'autres points comme ça au niveau physique aussi, qui dans la peinture il va moins chercher le contact sur les drives, etc. C'est assez flagrant. S'il n'a pas forcément les fautes, on sait qu'en playoff ça siffle un petit peu moins. Ça peut être quelque chose à regarder aussi. S'il dépend que de son tir extérieur, ça peut vite être quand même plus facile tout de suite de défendre sur lui. Et comme tu le disais, surtout dans la preview, avec le même dernier sur le match. tir extérieur, même sur le tir extérieur, on l'a vu sur les 7-8 derniers matchs de la saison, il tourne à 33-34%, et il est en difficulté aussi avec son jump shot, ce qui ça est d'autant plus inquiétant. Ouais. Je t'écoute.
Complètement, et j'allais en venir sur ce que tu évoquais et que tu illustrais parfaitement dans ta preview avec plusieurs vidéos, de montrer que ce qui va être intéressant aussi vis-à-vis de Toronto, et on le voyait sur un des derniers matchs de la saison qui opposait les deux équipes, c'est de voir que Toronto a du personnel pour potentiellement tenir Harden de manière très polyvalente, que ce soit bien sûr à l'extérieur mais aussi sur les drives, sur les pénétrations, et de réussir à réellement le gêner en fait dans ce scoring, et qu'il y a plusieurs joueurs de ce profil-là à Toronto qui vont pouvoir potentiellement switcher sur lui. Et donc, je te laisse expliciter un petit peu ce point-là. Ouais, effectivement, en fait, comme tu as introduit, il est moins rapide quand il accélère. Ses changements de vitesse sont moins bons. Quand il va dans la raquette, il cherche moins de contact. Et du coup, il lui reste que son jump shot qui pourrait être intact et qui ne l'est pas non plus. On a vu sur les débuts de match, notamment le dernier match entre Toronto et les Sixers, qu'en début de rencontre, les Sixers, ils se contentaient soit de faire l'impasse sur les aides en laissant vraiment un joueur sur Embiid, et donc que Harden pénétrait assez facilement, et que dans ces situations-là, il est un petit peu inarrêtable parce qu'en fait, même s'il est moins bon lui individuellement, c'est tellement un playmaker incroyable qu'il va toujours trouver un ou deux coéquipiers ouverts et qu'il va faire la bonne passe et que ça va être compliqué. Par contre, quand les Raptors se mettent à switcher, là, ça devient plus dur parce qu'ils ont un personnel qui est finalement plus grand, plus costaud que lui, mais comme il est moins rapide et on va dire moins explosif, du coup, il n'arrive plus à faire en fait cette petit espace qui lui permettait soit de jouer avec l'adversaire et d'aller chercher la faute, soit finalement de finir et puis d'aller dans le trafic comme il a l'habitude de faire. Et on le voit effectivement avec des joueurs comme Precious Achiuwa qui est un pivot et qui, quand il se retrouve sur plusieurs séquences face à lui, il n'y a aucun tir qu'a pris Harden. Il en a mis certains, mais aucun tir qu'a pris Harden sur le match où il n'a pas été vraiment gêné et où on n'a pas senti qu'en fait, ils ont les capacités, autant avec leur 5 de départ qu'avec leur remplaçant, de mettre des joueurs qui vont empêcher Embiid d'être le scoreur qu'on attend qu'il soit. Soit parce qu'ils font assez peu de Harden, fautes. Ouais, c'est ça. Soit parce qu'ils font assez peu de fautes, soit parce que de toute façon, ils contestent bien, donc il n'y a pas de souci. Et le problème, en fait, c'est que chez les Raptors, il y a une quantité assez incroyable, je trouve, de joueurs qui sont à la fois très longs, plutôt mobiles et assez costauds pour encaisser le contact avec Harden, qui en général est un joueur assez lourd pour son poste. On peut en citer, on peut les citer, hein. Déjà Scottie Barnes, le rookie, qui est déjà assez impressionnant, je trouve, pour une première saison. Pascal Siakam, forcément, qui est d'une polyvalence absolument parfaite pour cette équipe de Toronto. Et puis les Tadeusz Young, Precious Achiuwa, Chris Boucher aussi. Donc ils ont vraiment 5 voire 6 joueurs qui sont capables de switcher, de s'interchanger. Je rajouterais OG Anunoby, bien évidemment. Voilà, j'en avais oublié un, je le savais. Anunoby qui n'était pas présent effectivement lors du dernier match. Et pourtant, ce dernier match, les Raptors l'ont remporté et ont été plutôt brillants malgré l'absence de Fred VanVleet et de OG Anunoby. Donc effectivement, il y a effectivement de quoi s'inquiéter pour les Sixers, parce que si James Harden n'est pas le James Harden qu'ils ont espéré avoir quand ils l'ont recruté, il y a potentiellement problème pour cette équipe-là. Complètement. Je rajouterais que pour essayer de mettre un petit peu en avant Toronto, on a beaucoup parlé de Philadelphie, mais c'est vraiment quelque chose à mettre au crédit de Toronto, qui est une équipe justement qui va aller chercher ces profils-là de joueurs extrêmement polyvalents, de freaks athlétiques, c'est-à-dire des joueurs extrêmement longs qui ont de grandes envergures et qui en plus peuvent, grâce à leur mobilité et leur capacité athlétique, switcher sur tout le monde et vraiment imposer un petit peu leur loi défensivement sur beaucoup de profils différents de joueurs, que ça va des extérieurs jusqu'aux intérieurs, un petit peu compliqué pour moi ce soir. Je fais la transition avec ce que tu finissais de dire. C'est vrai que ça pourrait poser problème si Harden n'était pas au niveau attendu. Ça créerait potentiellement un manque à gagner clair et net pour cette équipe des Sixers. Néanmoins, il y a deux, trois autres joueurs sur le côté qui pourraient peut-être pointer le bout de leur nez. Alors, Guillaume, dans le chat,
nous citait Tobias Harris qui disait que c'était peut-être aussi le problème que Tobias Harris pourrait effectivement se réveiller un moment, puisque ça fait très longtemps maintenant que dans sa production à Philadelphie il est décevant, je pense que pour beaucoup de monde. Il est loin le temps du trade de Tobias Harris, où quand même c'était un joueur qui apportait potentiellement plus que ce qu'il apporte aujourd'hui. Et Tyrese Maxey aussi, qui est potentiellement un gros facteur X du côté de Philly, qui lui est beaucoup plus en verve que Tobias Harris, qui a montré de belles choses en synergie avec James Harden, et qui, même avant le transfert de la star des Nets, montrait aussi en termes de création individuelle au scoring et beaucoup de choses très encourageantes. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces deux joueurs, puisque Guillaume nous faisait la passe D pour Tobias Harris? Ouais, en fait, c'est marrant parce que quand on a eu ce trade, on s'est dit on va soit avoir un duo, soit un quatuor. C'est-à-dire que soit tout marchait très bien et on avait à la fois le duo qu'on avait recruté, et on avait Tyrese Maxey et Tobias Harris qui prenaient finalement ce qu'on leur laissait et qui étaient tous les deux efficaces dans ce rôle-là, parce qu'avec deux joueurs qui attirent autant, qui ont autant de gravité, normalement il y aurait dû avoir énormément d'espace ouvert. Le problème, c'est qu'effectivement, Tyrese Maxey, non seulement il est au niveau attendu, mais en fait, il est même plus que ce qu'on avait attendu, parce qu'il a réussi à transformer son rôle. On lui demandait de créer en l'absence de Ben Simmons et d'être un petit peu ce premier créateur des Sixers. Au final, là, on lui dit, voilà, maintenant tu as quelqu'un qui va créer à très haut niveau, parmi les meilleurs de la ligue. Il se transforme en genre de catch and finisher, absolument exceptionnel, avec grosse efficacité, capacité à être très dynamique, c'est-à-dire à être toujours prêt ou à décocher ou à pénétrer. Et dans ce rôle-là, il est à la fois très efficace et, je trouve, avec un volume assez important. Et de l'autre, il y a Tobias Harris, qui, déjà, j'ai l'impression qu'il ne trouve pas sa place, mais en plus, même quand il est plus responsabilisé, il est extrêmement décevant. Et on y reviendra, mais parce que finalement, c'est dur d'évoluer avec trois joueurs qui sont, on va dire, en bonne synergie et qui sont à un tel niveau. Donc on pourrait se dire, effectivement, s'il est un peu transparent dans les minutes où il est avec le 5 de départ, c'est pas très grave. Mais en plus, il est mauvais aussi Ouais. quand on sort James Harden ou Joel Embiid, il n'arrive pas à avoir cette production. Et du coup, je vois le message de Guillaume dans le chat qui dit quid du shot making de Philadelphie pour mettre les 3 points ouverts que Toronto va concéder. Je pense qu'il entend par là aussi qu'en fait, autour du duo James Harden, du trio James Harden, Tyrese Maxey, etc., il n'y a pas de capacité à créer de l'espace et à créer du tir ouvert. Et je pense que c'est une source d'inquiétude pour cette équipe, parce que finalement, elle repose énormément sur une petite quantité de création et d'agression, quoi. Moi, c'est ça qui me trouble un petit peu, et on va y revenir par rapport aussi à la bataille des bancs très rapidement. Mais c'est que, bon, bien sûr, tu as James Harden comme playmaker élite. Ensuite, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de création collective. C'est vrai que Tyrese Maxey, même s'il excède les attentes et qui peut créer des décalages, etc., c'est quand même pas le playmaker élite, alors qu'est Harden certainement, et puis même c'est pas un playmaker élite, bien évidemment. Maintenant, ça fait quand même du scoring individuel et de la création offensive individuelle, en plus d'Embiid, bien évidemment. Je trouve ça particulier quand même dans une équipe où on a trois quand même gros fers de lance potentiels, de se dire que ça peut être aussi limité que ça. On parlait, et on va y revenir, tu commençais à l'introduire, ça se voit notamment, je pense, sur la bataille des bancs, où malgré en fait ces trois joueurs-là et les possibilités de staguer les minutes, c'est-à-dire d'échelonner les minutes entre les joueurs, histoire qu'il y ait toujours un ou deux des joueurs initiateurs offensifs qui soient sur le terrain. Malgré ça, on a une équipe qui est assez limitée, ou qu'on imagine potentiellement limitée de ce côté-là du terrain. C'est quoi comment ça se fait? Comment est-ce que tu vois ça? C'est un peu une question horrible, je te balance ça à la gueule, c'est pas du tout prévu. Mais que... Non, mais elle a du sens la question. C'est-à-dire qu'on a vu, en tout cas sur la fin de saison, au moment où on en parle en début, c'est-à-dire on parle au début de ce moment où James Harden commence un petit peu à baisser en régime, on se rend compte qu'en fait, dès que Joel Embiid sort du terrain, ça devient compliqué à partir du moment où on commence à mixer le banc et le 5 de départ. Et ça,
concrètement, c'était pas prévu parce que les Sixers avaient recruté James Harden pour être ce joueur qui allait porter le banc, mais aussi parce qu'on se disait de toute façon, à partir du moment où Joel Embiid va sortir, on pourra mixer les minutes avec Tobias Harris, avec Tyrese Maxey. Et donc, le banc, même s'il manque de capacité de création, euh, a priori, ça devrait le faire. Sauf que, à l'heure actuelle, les Sixers sur les 25 derniers matchs ont le banc le moins productif de la ligue, qu'il y a des joueurs qui déjouent, et que le banc, concrètement, n'apporte pas de création. Shaq Milton est, j'ai l'impression, assez décevant sur la fin de saison. Et en dehors de lui, finalement, il n'y avait pas d'autres sources de création possibles. Et en plus, on a un Doc Rivers qui s'entête à ne pas laisser jouer des jeunes joueurs qui auraient pu apporter au moins de la densité physique et une certaine forme de dynamique. Mais on se retrouve avec des DeAndre Jordan, des Paul Millsap ou des Furkan Korkmaz qui continuent de survivre à cette équipe des Sixers, on ne sait comment. Et en fait, l'équipe, non seulement, effectivement, elle a du mal à scorer, même défensivement, elle est dans le mal, quoi. Mais on va y revenir, on s'oriente petit à petit vers la question du coaching également. Il y a une bonne nouvelle par rapport à cette difficulté des Sixers sur le banc et de pouvoir potentiellement amener un banc qui puisse faire la différence, c'est que le banc de Toronto, c'est un petit peu la même chanson pour le coup, où on a un banc qui est assez limité et statistiquement, en fait, c'est ce que tu relèves aussi dans ta preview, c'est en fait des bancs qui se valent à peu près et la différence va pas être énorme, donc en fait, c'est pas vraiment un défaut sur cette série en tout cas pour Philadelphie, et donc on risque d'avoir des rotations très courtes des deux côtés en réalité. Alors, oui, je pense qu'on va avoir des rotations assez courtes des deux côtés. Maintenant, là où je pense qu'il y a une différence entre le banc des Sixers et celui de Toronto, c'est que même celui de Toronto est finalement assez productif aussi. Ils apportent des rotations de qualité que n'apporte pas celui des Sixers. C'est-à-dire que on peut se dire, bon, Danny Green, il fit bien si on le met avec le 5 de départ parce qu'il apporte une forme de défense. Son shoot à 3 points, quand il est bien réglé, il fait complètement sens avec le reste de ses coéquipiers. Par contre, celui de Toronto, on peut au moins dire que des joueurs comme Chris Boucher, comme Tadeusz Young, comme Precious Achiuwa, si les Raptors sont au complet, sont des joueurs de rotation et surtout qu'on a, et voilà, donc quand Guillaume dit on a le droit d'inclure le coach dans le banc très faible, on a quelqu'un qui a priori a l'inventivité pour utiliser au mieux les qualités de ses joueurs. Ce qu'on ne retrouve effectivement pas chez les Sixers, mais encore une fois, on va y revenir un petit peu après. Voilà, c'est exactement ça, ma magnifique transition de la part de tout le monde. Hein. C'est unanime dans le chat, que ce soit monsieur de Sixers France, Guillaume, ou je pense que personne ne va venir démentir ça. Il y a quand même un vrai gros challenge maintenant là pour Doc Rivers sur cette série qui multiplie les impairs au plus haut niveau depuis quelques saisons maintenant, que ce soit avec les Sixers, mais on se souvient aussi bien évidemment en tant que fan des Nuggets de la bulle avec les Clippers, où ça avait été catastrophique les adaptations qu'il avait proposées, et bon, alors il y avait peut-être pas que lui, mais il faisait clairement partie du problème. La saison passée, l'élimination face aux Hawks, ça commence à faire beaucoup pour Doc Rivers, qui est très décrié, et en face de lui il y a aussi, rendons encore un petit peu hommage aux Raptors, Nick Nurse, qui lui prouve à l'inverse qu'il est capable de s'adapter, de gérer des rotations différentes, de proposer des choses qui changent selon les match-ups, de pouvoir s'adapter et de faire de vraies belles choses. Tu montrais notamment dans ta preview, encore une fois, que je vous invite à aller voir, et je mettrai le lien dans le chat dès que j'aurai rendu la parole à notre bon Jérémy. Tu montrais aussi également le trade, le pick and roll entre Pascal Siakam et Gary Trent Jr. sur la fin de match contre Philly, quelque chose qui est intéressant puisque c'est un pick and roll inversé, où en fait c'est l'extérieur qui vient poser l'écran et c'est Siakam qui, grâce à ses capacités de playmaking, et puis Siakam qui fait une super seconde partie de saison, qui va pouvoir distribuer à l'extérieur et le laisser, qui va être assez seul à 3 points. Il y a plein de petites choses comme ça, hein. Ça c'est un exemple que tu montres très bien dans la preview, mais Nick Nurse semble avoir un clair ascendant sur Doc Rivers, et c'est peut-être ça qui va pouvoir aussi faire l'upset, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit une bataille beaucoup plus
plus serré que prévu. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur cette bataille de coaching potentielle? Oui, bah, effectivement, tu as raison. Je pense que si les gens doutent de la capacité des Sixers à gagner cette série, qui sont supposés gagner dans la mesure où le talent est de leur côté, c'est effectivement parce qu'on a à la fois peur que Doc Rivers fasse encore du Doc Rivers, c'est-à-dire des rotations compliquées, des choix tactiques pas adaptés. Je veux dire, tu parlais de la série, la série aux Clippers. Faire le choix sur un match décisif de faire que des prises à deux sur Nikola Jokic, c'est pas ce qu'il y a de plus malin. Mais Sixers France qui est dans le chat pourra aussi dire que l'an dernier, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Enfin, il a fait tout ce qu'il a pu pour aider les Hawks à battre Philadelphie. C'est-à-dire que bon, enfin, il s'est mis en difficulté tout seul et les choix étaient assez, voilà, assez décevants. Euh, donc ouais, je pense que ça fait partie des choses qui sont à l'avantage des Raptors. Et on est habitué à voir Nick Nurse être inventif, notamment dans ses schémas défensifs, tenter des choses, et des choses que d'ailleurs on voyait plus en NBA avant qu'il arrive à la tête des Raptors. Et donc il y a aussi en attaque ces petites ces petits surplus de créativité, comme ce que je montre dans la preview, avec effectivement cette connexion entre Gary Trent Jr. qui joue le poseur d'écran ou qui fait des flare screens et qui part directement dans le corner pour utiliser, enfin pour déboussoler la défense. Mais en plus, dans ce dernier match, euh, Nick Nurse est sans quand même deux forces de scoring et de création, c'est-à-dire Fred VanVleet et OG Anunoby. Là, avec un effectif au complet, il y a une densité physique chez les Raptors et qui est notamment apportée par le banc des Raptors par rapport à celui des Sixers, qui peut inquiéter si on est Joel Embiid et qu'on n'a pas envie de sortir encore trop tôt des playoffs. Pour comparer les niveaux de coaching de Nick Nurse versus Doc Rivers, vous connaissez l'expression "il boxe pas dans la même catégorie". Et ben en fait, c'est carrément que Doc Rivers, il est pas boxeur. J'aime beaucoup la version débridée de Guillaume qu'on a dans le chat, qui multiplie les punchlines envers Doc Rivers. Et j'aime beaucoup. Lucius Vorenus, et qui est Sixers France, nous parle de la blessure de VanVleet et du fait que c'est vrai qu'il est plus en délicatesse avec son adresse depuis qu'il est revenu. Et je trouve qu'en fait, la série est très polarisée sur Toronto, énorme force défensive qui va potentiellement poser beaucoup de problèmes aux Sixers. On l'a vu de différentes manières, hein, avec le fait qu'ils aient énormément de profils différents, très polyvalents et qui peuvent switcher sur à peu près tout le monde et qu'ils aient un personnel défensif extrêmement adapté et peut-être un des meilleurs de la ligue dans ce domaine-là, en tout cas collectivement. Moi, j'ai vraiment cette impression de polarité entre les Sixers qui vont devoir en fait passer outre cette défense et les Raptors qui vont devoir réussir à freiner cette équipe. J'ai quand même cette petite crainte vis-à-vis de Toronto sur la création offensive. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve que c'est un poil limité de ce côté-là chez les Raptors. C'est vrai que Fred VanVleet a vraiment porté cette équipe sur toute la première partie de saison. Ensuite, il y a eu plus un Pascal Siakam qui a enfin retrouvé, pris beaucoup plus d'ampleur et qui retrouve finalement son niveau qu'on lui connaissait d'il y a quelques saisons maintenant, qui est vraiment intéressant puisqu'il arrive à faire beaucoup de choses. Il est très polyvalent. Néanmoins, je trouve que déjà, il n'y a pas de playmaker élite dans toute cette équipe. Je trouve c'est beaucoup de playmakers capables à droite à gauche dans différents registres, mais il n'y a pas vraiment de playmaker élite. Et ensuite, en termes de création offensive pure individuelle, Siakam, est un petit peu meilleur, mais je trouve que ça vaut pas une force de frappe comme Embiid, bien évidemment, mais qui certaines fois est nécessaire et peut manquer en playoff. Est-ce que tu vois pas Toronto potentiellement aussi embêté sur cette partie-là du terrain, même si Nick Nurse, ça peut faire cette bascule-là à ce moment-là en termes d'inventivité? Je trouve quand même qu'il y a potentiellement ce plafond chez les Raptors. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est ce qui fait aussi qu'on n'attendait pas les Raptors aussi haut qu'on les a vus cette saison. Fred VanVleet a fait une très Non. belle saison, mais c'est pas, je trouve, un joueur qui crée énormément de décalage par son premier pas. Donc, c'est pas un joueur d'ailleurs qui attaque énormément la raquette, il fait beaucoup en périphérie. Ouais. Ensuite, on en revient à Pascal Siakam qui donne l'impression, en tout cas aujourd'hui, d'avoir réussi un petit peu à débloquer son jeu. Il est tout à fait capable de créer pour autrui, de créer pour soi-même. Mais encore une fois, il va falloir voir maintenant dans le contexte de playoff avec une défense qui va quand même être mieux organisée et qui va être préparée justement pour essayer de le déboussoler. Ouais. On a vu que la transition entre le Pascal Siakam qui avait Kawhi Leonard et le Pascal Siakam sans Kawhi Leonard a pris du temps. Il va falloir la confirmer sur cette série. Et derrière, il reste Gary Trent Jr.,
qui fait une très belle saison et qui est plutôt satisfaisant. Et puis voilà, en fait, parce que derrière, il faut rappeler que ça repose sur un meneur dont j'oublie systématiquement le nom, qui est extrêmement limité, même si qui est rookie aussi. Et donc le nom, je ne retrouve pas Danton ou ça. quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça, exactement. J'y arrive pas. Je suis plus sûr totalement. Mais oui, il a montré des belles choses, mais ça reste un rookie, quoi. C'est ça. Et puis en termes de capacité à scorer pour lui-même, c'est quasiment inexistant. Pour autrui, bon, bah, ça passe, mais c'est très faible. Donc oui, Toronto a finalement un peu les mêmes défauts que les Sixers, comme on disait, avec ce manque de relais. Ouais, voilà. Delano Banton. Ok, super. Merci Guillaume. Et oui, donc oui, c'est une source, je pense, d'inquiétude aussi pour l'équipe de Nick Nurse. Et je pense que s'il n'arrive pas à passer les Sixers, c'est aussi probablement à cause de ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur cette série? N'hésitez pas dans le chat à nous donner peut-être votre conclusion sur cette première preview, sur cette première série qui opposera les Philadelphia 76ers aux Toronto Raptors. Est-ce que tu veux conclure par un mot? Je pense qu'on a à peu près tout dit. N'hésitez pas encore une fois dans le chat si on a oublié des éléments, n'hésitez pas à les rappeler. On les prendra au bon juste après. Jérémy, je te laisse cette conclusion. Ouais, bah, je pense alors que pour les Sixers, c'est une série qui est à la fois dangereuse parce que ce serait extrêmement décevant de sortir là. C'est pas une série qui est cruciale dans la mesure où on sait que le roster tel qu'il est, il n'est pas fini et que finalement c'est une étape pour être prêt avec un effectif plus complet pour l'année prochaine. S'ils sont décevants d'une certaine manière, c'est aussi une chance de mettre fin à l'ère Doc Rivers et de passer à autre chose. Maintenant, non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que bon, c'est quand même un plafond pour cette équipe d'avoir un coach qui n'est pas au niveau de l'élite de la ligue. Donc voilà, c'est une série qui serait voilà, décevante s'il la perdait, mais en même temps, ces Raptors, ils ont des qualités qui sont faites pour faire un bon match-up contre les Sixers. Et en fait, bon, bah, s'il les battait, ce serait pas si honteux finalement. Il y a de belles armes, il y a un très bon coach. Voilà. Par contre, je serais assez curieux de voir dans le chat un petit peu les pronostics de chacun sur cette série. Parce que honnêtement, je trouve qu'elle est très difficile à pronostiquer et qu'elle peut basculer soit sur une série assez rapide si on a une très grosse entrée des Sixers, comme une série extrêmement longue s'il y a un match à partir duquel ça déraille, quoi. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'avoue que je pronostiquerais... je pronostiquerais, si je suis honnête, un peu objectif, un peu sérieux, je me dis quand même qu'avec un potentiel offensif, avec des créateurs individuels offensifs de ce niveau-là du côté de Philly, ça peut pas ne pas passer, surtout avec un Joel Embiid pareil, c'est pas possible de se faire sortir au premier tour, donc voilà, j'aurais tendance, mon sérieux, à dire 4-2, 4-3 Sixers, je penserais peut-être plus pour le 4-3 quand même. Maintenant, ma vraie volonté, ce serait de voir l'upset, ce serait de voir Toronto en 7 matchs. Parce que j'ai vraiment une dent contre Doc Rivers depuis la saison passée. Donc, et je crois que je ne suis pas seul dans le chat. Celtics Fans France qui nous dit 4-3 pour Toronto, voilà, qui se joint à mon appel et à ma haine. Alors qu'on dit bonjour à Tom. Salut Tom, gros big up à toi, très content de te revoir ici. Ilmatic Man qui nous dit Doc Rivers versus Nick Nurse me fait faire des cauchemars. Alors, on est assez d'accord. Moi, je trouve que ça va être intéressant du coup, mais je suis un petit peu biaisé comme j'ai pu le dire à l'instant. Il y a Kilak dans le chat qui dit on verra s'il arrête plus de choker de Doc et justifié. Je dirais même peu importe ce qui se passe, elle est justifiée. Mais... Tout à l'heure, alors je dois revenir sur un message parce que ça va me permettre d'introduire de petites choses. Sixers France qui nous disait si vous avez un peu de temps, ça vous botte un focus tactique sur ce que peuvent faire les deux équipes pour faire chier l'autre. Alors déjà, je vous encourage à aller voir la preview de Jérémy bien évidemment et je vais vous lancer le lien dans le chat tout de suite. Hop, un petit copier-coller. Puisqu'il y a déjà quelques amorces intéressantes, mais ce message me permet aussi d'introduire le fait que pendant cette couverture de playoff, on espère pouvoir vous proposer, que ce soit via des threads sur Twitter, des articles, mais aussi potentiellement des vidéos sur YouTube, des retours un petit peu tactiques. On pourra aussi en reparler en live directement avec vous, donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui seraient là sur ce live et qui ne seraient pas abonnés à la chaîne, à nous follow, et puis pour aller voir tous nos liens, bien évidemment, je vais mettre la commande
dans le chat et j'espère que je me suis pas gouré. Oui, c'est bon, vous avez notre Linktree où vous pouvez retrouver notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver notre site internet bien évidemment pour voir tous nos articles. Il y a beaucoup de choses qui vont drop dans les prochaines semaines, on ambitionne de vraiment suivre énormément ces playoffs et pouvoir analyser les choses et vous proposer bien plus de contenu qu'à l'accoutumée et différents contenus. Surtout on va essayer de changer un petit peu la façon de faire. On espère que ça vous plaira, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner un petit peu partout et vous nous direz en commentaire si ça vous convient, s'il y a des choses à retravailler. C'est ça aussi qui est bien avec le retour du public directement, c'est qu'on peut s'adapter.